Est-ce un tournant dans la guerre en Ukraine? La situation est critique à Pokrovsk, menacée d'encerclement par les troupes russes. On va faire le point sur ce qui se passe dans cette ville, mais aussi dans le reste du pays. Et pour ça, je suis avec Alexis Ferchak. Bonjour Alexis. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet. On va présenter à nos internautes déjà Pokrovsk. Que se passe-t-il sur place et pourquoi c'est important? Alors déjà, il faut se dire que Pokrovsk, pendant très longtemps, pendant tout le long de la guerre, on l'a présenté d'ailleurs à juste titre, pendant des mois, des années, comme le principal hub logistique de l'armée ukrainienne Mhm. au cœur du Donbass. C'est littéralement un peu au milieu. Donc si vous voulez, c'était la grande ville, ancienne ville ouvrière, 50 000 habitants avant la guerre, qui était à 50 kilomètres de la ligne de front et qui était donc un peu le dernier hub, centre logistique avant le front. Donc il avait un rôle militaire tout à fait considérable. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2023? Mhm. Les Russes ont repris l'initiative sur le terrain après les grandes victoires ukrainiennes de 2022. Et là, ça a été un mouvement très, très, très lent où, en gros, les Russes ont avancé depuis le sud du Donbass et depuis l'est du Donbass et se sont progressivement rapprochés Mhm. de cette ville, Pokrovsk. Je pense qu'on a commencé à parler de Pokrovsk à partir, en gros, d'avril 2024. Donc vous voyez que, encore une fois, le temps de la guerre en Ukraine est un temps très lent. Avril 2024, on voit un saillant se former. On va montrer, on va montrer où On c'est. va montrer où c'est, Pokrovsk. Là vous avez l'Ukraine, la ligne de front et Pokrovsk, c'est ici. C'est ici. Voilà. Et donc là, on voit le résultat aujourd'hui. C'est une situation de quasi encerclement. Mmh mh. Alors on pourra détailler les différentes formes d'encerclement. Il y a un encerclement physique, Mmh. c'est quand concrètement euh, vous êtes complètement encerclé. Donc Oui, là, il faudrait imaginer que ça qu'il y ait du referme rouge ici. complètement autour de la ville de Pokrovsk. Mmh mh. Ça, c'est la première hypothèse. Donc on n'en est pas dans un encerclement physique, encore que certaines sources russes disent que c'est le cas. Pour l'instant, non. Mais vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle une zone grise qui apparaît sur cette carte, qui est une carte de Deep State qui est Mmh. proche de l'armée ukrainienne. Donc elle est généralement assez conservatrice sur les gains russes. Mais même Deep State considère là que la zone qui est vraiment sous le contrôle des Ukrainiens Mmh. et qui permet de s'échapper, entre guillemets, de Pokrovsk, est de, là j'ai calculé juste avant l'émission, 2,8 km. Donc vous voyez, c'est à l'échelle des armes employées sur le terrain, et notamment de ces fameux drones Mmh. FPV, c'est quasiment rien. Et donc, il y a une sorte de goulot d'étranglement, et il y a une zone qui se retrouve dans une sorte de poche. Et là encore, j'ai calculé avant de venir, elle fait entre 40 et 50 km². Mmh. Alors sur 40 à 50 km² d'un espace densément urbain, il peut y avoir, on n'a pas de données exactes, mais il peut y avoir plusieurs centaines de soldats ukrainiens Mmh. qui se retrouvent coincés dans cet espace. Alors, on dit l'encerclement de Pokrovsk. C'est pas tout à fait exact, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux villes collées l'une à l'autre, Mmh. Pokrovsk d'un côté et Myrnograd, qui est juste à l'est de Pokrovsk. Et Myrnograd est à peine moins grande que Pokrovsk. Donc la totalité de l'agglomération, c'était quand même un espace assez important de 100 000 habitants Mmh. avant la guerre. Et en fait, les Russes ont avancé, ils ont attaqué Pokrovsk depuis le sud. Et aujourd'hui, à grands traits, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais 95% de la ville de Pokrovsk est soit sous contrôle russe, Mmh. c'est le cas du sud de la ville, soit dans la zone grise, c'est-à-dire une zone où il y a des combats, où les Russes sont physiquement sur Présent. place, Mmh. mais ils n'ont pas forcément un contrôle absolu. Donc il peut Mmh. y avoir encore une présence Des combats en tout cas résiduelle sur place. ukrainienne. Mmh. Et notamment, vous voyez que cette route jaune extrêmement importante, qui est une sorte de nœud vital Mmh. qui relie Pokrovsk à une autre grande ville sur le Dniepr, qui s'appelle d'ailleurs Dnipro, Mmh. eh bien cette autoroute, il est physiquement bloqué par les troupes russes. Donc si vous voulez, vous avez Pokrovsk qui est quasiment tenu par les Russes aujourd'hui, et vous avez peut-être quelques centaines de soldats ukrainiens qui sont enfermés quasiment physiquement Mmh. dans la ville adjacente de Myrnograd. C'est pour ça qu'il y a la conquête de
Pokrovsk et il y a le siège Mhm. de Myrnograd. Est-ce qu'on se rappelle de ce qui s'était passé à Bakhmout, par exemple? Est-ce que c'est assez similaire? Mais c'est à la fois similaire, c'est-à-dire que la guerre d'Ukraine est une longue succession de batailles urbaines et chacune de ces batailles urbaines est extrêmement longue. Pourquoi? Parce que le principe du Donbass, c'est une longue ligne de défense, de fortification. Et certes, il y a des fortifications dans les plaines, le long des lisières des bois, etc. Mais la les principaux points nœuds de Mhm. ces lignes de défense, ce sont les grandes villes industrielles du Donbass. Pas forcément des villes gigantesques. Mhm. Les deux plus grandes villes de plus d'1 million d'habitants, c'était Donetsk et Lugansk. Elles sont aux mains des Russes depuis le conflit de 2014-2015. Mhm. Donc là, c'est plein de petites villes, de moyennes villes industrielles, de plus de 10 000 habitants à chaque fois, qui forment un réseau de forteresses ukrainiennes. Et ce qu'on voit là, ce sont les dernières forteresses du Donbass qui Mhm. sont en train de manière extrêmement lente, de manière extrêmement progressive, de tomber. Et derrière le Donbass, qui en plus, le Donbass a une géographie, une topographie assez particulière avec des reliefs, Mhm. un peu dans tous les sens, et on sait que sur les questions militaires, les points hauts sont extrêmement importants. Et bien derrière le Donbass, c'est-à-dire à l'ouest du Donbass, vous avez la plaine du Dniepr qui descend jusqu'au fleuve et qui est beaucoup plus difficile d'un point de vue géographique pour la défense. Et ça, c'est aussi une des inquiétudes des Ukrainiens qui explique pourquoi les Ukrainiens Se battre au plein tiennent droit. mordicus. Mhm. Ils font ce que les militaires appellent une défense ferme, c'est-à-dire on n'échange pas de terrain Mhm. contre des hommes, en gros. Mhm. Et là, il y a des débats assez virulents dans la presse ukrainienne, parce que ça n'est pas la première fois que les Ukrainiens se retrouvent quasiment encerclés dans des zones urbaines. On en avait parlé à Avdiivka, notamment, Mhm. qui était l'une de ces grandes batailles urbaines. C'est un vrai débat. C'est-à-dire, est-ce que les Ukrainiens auraient dû sonner la retraite, le repli de Pokrovsk, un peu avant, peut-être pour sauver Des hommes qui sont la aussi. vie de quelques centaines de soldats ukrainiens? Alors Mhm. Syrski, d'ailleurs, l'a dit lui-même il y a quelques jours, Syrski qui est. pardon, le commandant de l'armée ukrainienne, le Mhm. général Oleksandr Syrski, Mhm. et il a dit il y a quelques jours, notre objectif premier est de sauver la vie des soldats ukrainiens. Mhm. Mais quand il a dit ça, on a compris que c'était une manière de dire que la bataille de Pokrovsk était terminée. Maintenant, la question qui se posait, c'était comment exfiltrer Mhm. les soldats ukrainiens qui sont dans cette poche. Oui, parce que Le comment les problème, faire c'est qu'il faut... sortir? Ben, c'est très compliqué. Parce que vous l'avez dit, là, c'est la ville de Pokrovsk, c'est la ville à côté. Là, c'est la route. C'est-à-dire comment on sort Ah bah là, de cette ville? les véhicules ne peuvent quasiment pas sortir. Ça, c'est, si vous voulez, tout l'environnement à des kilomètres à la ronde Mhm. est quadrillé de drones FPV, ces Mhm. petits drones avec une grenade à charge creuse. Mhm. Un véhicule ne peut quasiment pas se déplacer, peut-être la nuit s'il y a du brouillard ou que sais-je. Alors après, il y a des systèmes de brouillage. Mhm. Mais vous savez que les Russes maintenant utilisent de plus en plus de drones filoguidés Mhm. qui sont insensibles au brouillage. Et au début, dans les premières émissions, quand je vous parlais de ces drones FPV, je vous disais qu'ils avaient une portée qui était quasiment une portée à l'œil, c'est-à-dire c'était de 2-3 km au début, dans les premières émissions, quand je vous parlais de ces petits drones. Aujourd'hui, ces petits drones FPV, dont certains sont filoguidés, ont des portées de 15-20 km. Donc, si vous voulez, ça fait que la ligne de front, c'est le problème de ces cartes, Mhm. euh, On se rend pas compte à quel point la ligne de front est occupée, ou en tout cas. c'est-à-dire que sur une carte, on continue de dessiner des lignes. Mhm. Là, c'est moins des lignes que des espaces assez vastes, Mhm. où en fait c'est le coût d'y être, si vous voulez. C'est-à-dire que sur une distance de 20 km de chaque côté de la ligne, C'est-à-dire qu'en il y fait, a un risque énorme, vital. toute cette zone grise, peut-être qu'elle devrait être encore plus grande. En fait, toute cette zone grise est finalement Oui, très en dangereuse fait, dès qu'on en sort. il faudrait dessiner des sortes de dégradés de couleurs Mhm. avec une vaste bande au milieu qui serait une sorte de no man's land. Et c'est pour ça que les concentrations de force à l'intérieur de cette bande de territoire sont très faibles. À chaque fois, on n'a pas de chiffre exact, mais toutes les estimations que l'on a
pour chaque assaut, pour chaque concentration de troupes, on parle de dizaines de soldats, de centaines de soldats. Mmh. C'est très peu à l'échelle de l'histoire militaire, mais parce qu'on ne peut pas concentrer de force. Les Russes, quand ils mènent l'assaut aujourd'hui, Mmh. c'est généralement moins de 10 soldats Voilà, qui s'éparpillent comme ça. mmh c'est des petits assauts. J'ai lu d'ailleurs que ces drones FPV, actuellement, étaient responsables de 2 tiers des pertes humaines, Oui, c'est peu ce qui étonnant, c'est devenu la il y a encore de l'artillerie, ça mmh évidemment, en fait, si vous voulez, c'est pas des armements qu'on remplace d'autres, c'est des Oui. phénomènes de Mmh. superposition. Même le char de bataille n'a pas disparu. Simplement, il n'a plus la même fonction, il est davantage en retrait, il sert une sorte de soutien, d'artillerie et puis il a complètement changé de forme. Rappelez-vous, au début, c'était, les lignes de chars, non protégées. Ensuite, je vous parlais des cop cages, les espèces de grilles qui se mettaient au-dessus des chars. Ensuite, je vous ai parlé, ça c'était à Avdiivka, des chars tortues. Alors le char tortue, il y a tellement de plaques de blindage Mmh. qui ont été et il Ah, faut éloigner la plaque de blindage mmh du char lui-même. Oui, Pourquoi? Parce que l'explosion du mmh, coup, du drone a lieu relativement loin du char lui-même et donc le char peut être abîmé, mais n'est pas il détruit. va pas être complètement détruit. Mmh. Et alors là, ils se sont rendus compte que l'espèce de tortue n'était pas la bonne solution et donc maintenant on voit des chars hérissons. Mmh. Alors les chars hérissons, c'est littéralement comme un hérisson. C'est-à-dire qu'il y a plein de tiges en métal qui sortent de tous les côtés, du char, qui lui donnent cet air de hérisson et qui permet justement de faire exploser à 2 mètres de distance le drone par rapport au char et comme ça il peut tenir et il faut 10, 20, 30 drones FPV pour venir à bout, d'un seul char. Et on comprend que dans cette situation-là, on parle de sacrifice d'hommes qui restent à Pokrovsk, mais en fait, ils se sacrifieront en sortant de la ville, c'est un peu ça la question aussi? Oui, donc toute la difficulté de faire sortir ces hommes. Mais maintenant, un des enjeux cruciaux pour les Ukrainiens, c'est de bâtir derrière Pokrovsk Mmh. une ligne de fortification, qui puisse permettre de tenir. Alors cette ligne de fortification, ils la construisent depuis longtemps en réalité, depuis plus d'1 an. Mmh. Mais il y a plusieurs problèmes. C'est bien d'avoir des fortifications, mais il faut des hommes pour les tenir. Le principal problème de l'armée ukrainienne aujourd'hui, ce ne sont pas les armes, ce ne sont pas les munitions, ce sont les fantassins. Mmh. Il faut des fantassins pour les mettre dans les tranchées, qui sont plus vraiment des tranchées, c'est des sortes de points, si vous voulez. C'est pas une ligne, c'est encore une fois, c'est un point où on met 2, 3 soldats, Mmh. avec des drones. Voilà, c'est donc des fantassins. Et ce qu'on a vu cet été, c'est que les Russes ont tenté une percée, qu'on a appelée la percée de Dobropilia, qui passait au nord de Pokrovsk, juste derrière une autre ville qui devient pour les Ukrainiens un peu le nouveau Pokrovsk. Mmh. C'est donc cette ville de Dobropilia, à 20 km, donc vraiment pas loin. Là, vous êtes quasiment dessus, Mmh. 20 km au nord de Pokrovsk. Et donc la ligne de fortification, elle passe entre les deux. Et cet été, les Russes ont brièvement franchi cette ligne de fortification nouvelle, ce qui a été un vrai cri d'alarme pour les Ukrainiens. Sauf qu'on s'est rendu compte, encore une fois, que quand il y a une percée, c'est une percée tactique avec Mmh. quelques dizaines de soldats, c'est pas une grande percée Mmh. qu'on peut exploiter derrière. Et qu'on peut tenir, oui, Et effectivement. donc là, les Ukrainiens, quand ils ont vu que les Russes franchissaient la fortification qui était censée tenir pour après la perte de Pokrovsk, Mmh. ils ont mis plein de renforts et ils ont regagné Mmh. cette zone-là, vous voyez, qui est Oui, tout ce qui est en vert et qui est vert bleu. et en bleu. Mmh. Et là, ce saillant russe de Dobropilia s'est énormément réduit ces derniers jours. Mmh. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un vrai succès tactique ukrainien, parce que si en plus de perdre Pokrovsk, les Russes étaient déjà rentrés dans cette nouvelle ligne de fortification, il y aurait eu un énorme problème. Mais en même temps, ce qu'on voit rétrospectivement, c'est que ce saillant russe a permis d'attirer des réserves ukrainiennes. C'était une sorte de point de fixation, de point d'usure, Mmh. pour faciliter la tâche des Russes qui, pendant ce temps-là, rentraient dans Pokrovsk par le sud. De l'autre côté, on l'a vu ici. Et vous l'avez dit aussi, ce que vous disiez tout à l'heure sur le terrain, sur la topographie, ça veut dire que ici, on est un peu en hauteur, mais par contre, tout ça, c'est de la plaine et tout ça, c'est Progressivement, c'est non seulement de la plaine, mais par ailleurs, si
là on ne pourra pas, mais si je faisais le compte des vraies villes de plus de 10 000 habitants, vous verrez que dans le Donbass, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, qui sont aujourd'hui à 90% contrôlées par les Russes, parce que je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais qu'il doit rester 5-6 villes de plus de 10 000 habitants au nord du Donbass encore sous le contrôle de Kiev. Mais si vous prenez dans les oblasts adjacents qui vont vers le Dniepr, c'est-à-dire Zaporijjia, Dnipro et même Kharkiv, le nombre de villes de plus de 10 000 habitants est beaucoup plus faible et elles sont beaucoup plus espacées les unes des autres. Si vous rajoutez à ça que c'est principalement de la plaine, ça pose fondamentalement un problème de défense pour les Ukrainiens. Donc on peut s'attendre à une avancée russe qui sera plus rapide si ces villes tombent. Enfin, si cette C'est ville tombe. difficile à dire parce que la nouvelle donne tactique, principalement créée par cet usage des drones, continue d'empêcher des fortes concentrations militaires en un point précis. Donc elles empêchent de créer des percées d'ordre militaire, dirait, d'ordre opératif. On ne peut pas exploiter derrière, et donc des grandes avancées. Pour l'instant, rien ne dit que ça soit possible d'un côté ou de l'autre. Ce qu'on observe malgré tout, parce qu'on parle beaucoup de Pokrovsk ces derniers temps, c'est que de manière plus discrète, sous Pokrovsk, on voit un mouvement, mais qui est assez lent malgré tout, russe, qui pousse à l'ouest de Pokrovsk, qui n'est plus dans l'oblast de Donetsk, qui n'est plus déjà dans le Donbass, qui est dans l'oblast d'à côté, à Zaporijjia. Alors Zaporijjia qui est annexé officiellement par les Russes depuis 2022, mais aussi dans l'oblast de Dnipro, qui lui n'est pas officiellement annexé. Et là, on voit un mouvement russe assez intéressant sur le plan opératif, même s'il est pour l'instant dans ses prémices. Vous voyez la zone grise là, qu'on voit, l'espèce de bec là, qui se dessine. Vous permettez que je prenne la carte. Bah, vous voyez, la ligne de front, il n'y a pas très longtemps, elle était à la frontière du monde. Elle était là. Voilà. Et toute cette zone-là a été prise, en gros, ces 2 derniers mois. Ils sont rentrés dans l'oblast de Dnipro, qui est ici, et dont on voit les frontières qui sont là. Et en fait, le mouvement qui se dessine est un mouvement d'enveloppement d'une ville de Zaporijjia, qui s'appelle Gouliapolye, et qui est, cette ville, vous voyez, elle est sur cette grande ligne de fortification qui se trouve horizontalement ici. Pourquoi ? Parce que le front s'est figé très rapidement en 2022, en gros, à cet endroit-là. Donc la ligne de fortification, elle est horizontale, elle passe par Orikiv et par Gouliapolye. Sauf que les Russes, ils ne veulent pas la prendre frontalement, ils ne veulent pas s'attaquer par le sud vers le nord. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, depuis le Donbass, ils la prennent d'est en ouest. Et là, ils sont en train de passer, d'envelopper Gouliapolye. C'est un mouvement qui sera très lent. Je pense que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je continuerai à vous parler de ce mouvement d'enveloppement. Mais en tout cas, il est notable. Et ce qu'on voit aussi, vous voyez, Pokrovsk, pareil. Si Pokrovsk tombe, qui est sur la grande route entre Zaporijjia et Donetsk, c'est quelque chose qui serait assez significatif. Alors là, on ne le voit pas sur cette carte, mais il y a vraiment des combats qui ont lieu là, à proximité immédiate de Pokrovsk. C'est les sources ukrainiennes elles-mêmes qui l'ont dit. Il y a des troupes de reconnaissance qui ont quasiment atteint Pokrovsk. Donc là, on voit bien un mouvement qui se dessine, mais qui est compliqué à raconter parce qu'ils avancent concrètement dans des petits villages sans intérêt. Oui, parce qu'à Pokrovsk, on en parle énormément, mais il y a aussi d'autres batailles urbaines. Alors, il y a d'autres points chauds. Ce moment. Et toutes ces batailles urbaines, j'en compte 7 au total, évidemment, elles ont chacune leur existence individuelle, mais ensemble, elles forment un mouvement. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce mouvement général, il faut voir la carte du Donbass dans son ensemble pour le comprendre. Si vous voulez, donc Poutine, il a annexé l'oblast de Donetsk, l'oblast de Lugansk, qui aujourd'hui, Lugansk à 99,9% contrôlé par les Russes, mais il manque ce petit bout, vous voyez, là. Oui. Et il manque 2 grandes villes, d'ailleurs. Avec 2 grandes villes dedans, Kramatorsk et Sloviansk. Donc tous les mouvements opératifs sur le terrain convergent tous vers un même objectif stratégique, qui est la prise de ces 6000 km². Pour vous donner un ordre de grandeur, les Russes avancent en moyenne de 400 km² par mois. Donc là, vous voyez bien qu'on parle en mois, on ne parle pas en semaines. Et alors, pour prendre Kramatorsk et Slaviansk, eh bien, il
il y a une sorte de ceinture de villes. Mhm. D'une certaine manière, Pokrovsk est l'une d'elles. Vous voyez, D'accord. Pokrovsk est là. Mais là, vous avez Konstantinivka, Oui, dont on qui est parle plus d'ailleurs. grosse que Pokrovsk. Oui, Alors, Konstantinivka, c'est intéressant. Ça y est, les Russes sont rentrés dans Konstantinivka. Mhm. Alors, ils ne contrôlent pas physiquement, c'est-à-dire qu'ils y sont sans contrôler le terrain. Mhm. Mais ils y sont, ils passent par le sud. Maintenant, si on remonte, là, il y a une sorte de canal qui passe verticalement. Mais si on remonte, là, vous voyez, vous avez Siversk. Siversk était une ville qui était le bastion défensif ukrainien qui a tenu extrêmement longtemps, puisque dites-vous que la bataille de Severodvinsk, Donetsk, pardon, qui est ici, c'est une bataille qui a eu lieu, qui s'est terminée en juillet 2022. Donc entre juillet 2022 et aujourd'hui, vous voyez, il y a peut-être 20 km de différence, c'est rien du tout. Donc il y a Siversk. Alors les Russes ne sont pas encore dans Siversk, mais ils en sont extrêmement proches. On voit la zone grise, ils sont quasiment dans la ville. Ils sont à 1 km, 2 km, pas plus. Et on voit également une bataille importante qui est celle de Liman. Alors Liman, pour le coup, à l'extrême nord du Donbass, vous voyez bien que c'est la porte d'entrée nord de Slaviansk. Donc si vous voulez, vous avez la porte d'entrée nord de Slaviansk qui est Liman. Vous avez l'Est qui est une sorte de bouclier pour protéger Slaviansk. Vous avez Konstantinivka qui est la porte d'accès sud à l'agglomération Sloviansk-Kramatorsk. Et si on remonte encore... Déjà, on voit au-dessus que Liman commence à être ah oui, pardon. Par le nord en plus. Liman, c'est comme Konstantinivka. Par le nord. Les Russes sont entrés dans Liman, mais pareil, ils ne contrôlent pas le terrain. Et vous voyez, les Russes, très lentement, ont avancé. En gros, ils ont sauté d'une rivière à une autre. Ça, c'est la Zerebets. Là, il y a une autre toute petite rivière dont j'ai oublié le nom, vous me le pardonnerez. Et la rivière d'après, c'est l'Oskil, qui est pour le coup la plus grande. Et en fait, les Russes, depuis 2 ans maintenant, depuis les contre-offensives réussies de l'Ukraine à l'automne 2022, ils ont essayé de passer de la Zerebets à l'Oskil. En gros, c'est le mouvement opératif général. Oui, parce que pour montrer notre note, les couleurs, le vert, c'est la zone qui était prise par les Russes au tout début de la grande offensive de 2022 et qui avait été reprise par les Ukrainiens. Parce que l'objectif des Russes, dès le début, c'était en contrôlant cette zone de Kharkiv, de l'oblast de Kharkiv, au-dessus du Donbass, c'était de faire un balcon pour envelopper le Donbass, justement pour éviter des grandes batailles urbaines. Mais en 2022, ils avaient moins de 200 000 hommes quand ils attaquaient l'Ukraine. Ils se sont très vite rendus compte qu'ils ne pouvaient pas mener cette opération de développement. Et donc, en catastrophe, après les 2 contre-offensives ukrainiennes réussies de l'automne 2022, l'état-major russe a compris qu'il fallait absolument qu'ils raccourcissent la ligne de front pour concentrer leur défense. Et pendant ce temps-là, Poutine levait une mobilisation partielle de 300 000 hommes. Et Surovikin, le commandant des forces russes à ce moment-là, enfin des forces russes en Ukraine, avait créé des fortifications. Mais là, maintenant qu'ils ont de nouveau l'avantage numérique sur les Ukrainiens, puisqu'on a vu que ça s'était inversé depuis à peu près 1 an, eh bien, les Russes reprennent ce mouvement d'enveloppement qui passe par la prise de Liman et qui passe plus au nord par la prise de Kupiansk. Et ça, c'est un mouvement aussi intéressant. On en parle moins, mais Kupiansk est à cheval sur les 2 rives de l'Oskil. Et les Russes, plutôt que d'attaquer frontalement par l'est, sont en train de créer une poche à l'est, donc sur la rive gauche de l'Oskil. Elle est loin d'être fermée pour l'instant, mais on voit le mouvement opératif qui se dessine. Et les Russes, pour l'instant, contrôlent ou sont dans la zone grise de plus de la moitié de la ville de Kupiansk, qui dans cette zone est la seule moyenne ville, on va dire. Sinon, c'est vraiment très très peu densément peuplé. Oui, donc une fois de plus, une fois que Kupiansk sera tombée, si elle tombe, les Russes pourront avancer beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Enfin, toute proportion gardée. Toute proportion gardée, parce qu'on parle toujours d'une guerre où pour l'instant personne ne peut aller vite. Personne ne peut aller vite, et parce qu'on l'a bien. Mais on voit qu'ils grignotent. Kupiansk là, ils ont créé un autre point de fixation ici. Oui, à Vovchan, il y a une petite ville qui ne ressemble plus à rien. C'est-à-dire que quand on voit les images satellitaires ou les images de drone, elle est complètement rasée. Mais elle fait l'objet d'une bataille urbaine d'une férocité absolument terrible depuis plus d'1 an.
Mais là, très lentement, le front bouge et on peut se poser la question, est-ce que les Russes sont en train d'entamer très lentement le même mouvement qu'ils avaient entamé en 2022? C'est-à-dire, en fait, ils le rejouent, mais avec leur supériorité numérique qui devrait leur permettre, Voilà, cette et dans fois-ci. des conditions assez nouvelles liées à l'émergence des drones dont on parlait. Effectivement. Alors, on a bien vu, du coup, ce qui se passe, en tout cas, sur à peu près tout le front. On a parlé de tous les points Oui, chauds. un point d'observation, c'est que Soumy Mmh. ne bouge pas, dont on a beaucoup parlé. Oui, C'est-à-dire on que se les rappelle. Russes ont une emprise de 200 Mmh. km² en Mmh. gros au nord de Soumy. Ils ne cherchent pas à aller plus loin. Mmh. Pour Les rappel Ukrainiens... pour Eh rappel oui, pour internet, les Ukrainiens étaient rentrés, en Russie par là, voilà. puis avaient Ils étaient perdu allés dans l'oblast de Koursk. dans l'oblast de Koursk, ils Voilà. avaient perdu cette zone et la contre-offensive russe était arrivée jusqu'en Ukraine pour prendre Voilà, Soumy. dans l'oblast adjacent à Mmh. Koursk, mais cette fois ukrainien, Mmh. de Soumy. Et là, les Ukrainiens ont essayé d'abord de relancer des contre-attaques pour chasser les Russes. Ils n'y arrivent pas, mais les Russes n'arrivent pas non plus à avancer. Et ça crée une sorte de point de crispation, ce qui pour les Russes un point de fixation, pardon, ce Mmh. qui pour les Russes est très bien, parce que ça oblige les Ukrainiens à conserver à cet endroit-là un minimum de défense, sinon les Russes avance vers Soumy. Mmh. Et si on prend à l'autre extrémité du front, signal faible, mais que j'observe néanmoins, c'est que ça bouge un tout petit peu au niveau du Dniepr lui-même. C'est-à-dire que là, vous avez, de manière très lente, en gros, les Russes, il y a 2 mois, les Russes étaient là, et là, ils tentent de remonter. C'est très faible, hein, mais Mmh. c'est un signal vers la ville de Zaporizhia. Et pareil, on voit des micro-combats pour les îles du Dniepr, notamment à proximité de Kherson. Mmh. Pour l'instant, vous voyez, si je suis là, il y a des combats dans cette zone-là en grise. Mmh. Pour l'instant, encore une fois, c'est une zone insulaire. On ne peut pas y envoyer des centaines de soldats. On envoie des dizaines d'éclaireurs. Mais il faut garder un œil, malgré tout, à cet endroit-là. Donc Mmh. ça, c'est pour la vision panoramique du front. Alors, je me rappelle que, les autres années, on parlait d'un facteur très important aussi, c'est la météo, Oui, qui joue, son rôle forcément. Est-ce qu'on disait justement que les offensives avaient plutôt lieu en été ou en hiver sur sol un peu dur, oui. mais pas au printemps, à l'automne? Est-ce que ça, aujourd'hui, ça a changé avec la massification des drones finalement? Ça n'a pas massivement changé. Alors, quels sont les grands changements, militaires qu'on observe sur le terrain? La présence des drones. Mmh. À cet égard, les batteries des drones n'aiment pas le froid. Donc il y a un vrai enjeu de fiabilité des drones sur la ligne de front, Mmh. en hiver quand les températures deviennent, négatives. Mmh. Ça, c'est la première chose, le premier impact qu'on peut observer. Deuxièmement, l'hiver, les feuillus, comme leur nom l'indique, perdent leurs feuilles. C'est donc plus difficile de se cacher à couvert. Là, en revanche, c'est quelque chose qui plutôt avantage les dronistes, puisque Mmh. on peut moins se cacher pour échapper à un drone. L'autre grand phénomène qu'on observe, lié au fait qu'on ne concentre plus de force, c'est une certaine démécanisation des opérations, c'est-à-dire qu'on observe moins de blindés. Mmh. En tout cas, il n'y a pas de concentration de blindés. Et sont privilégiés des moyens beaucoup plus légers de passage, comme des pick-up, Des motos, des motos, même certains ont noté des trottinettes électriques, mmh. etc. etc. Quand vous êtes en plein hiver, à voir si ça crée, si ça a des conséquences. Puisque paradoxalement, ce qui va passer le mieux, c'est plutôt un engin lourd avec des chenilles et un engin hérité de la sphère civile qui passe sur ces zones-là. Il faudra voir si ça a des conséquences. Mais de toute manière, comme il y a ce phénomène de démécanisation, il Mmh. s'observera sans doute et se prolongera dans l'hiver. Alors, on a dit tout à l'heure que, l'infanterie, c'est ce dont manquait le plus, l'Ukraine. On parle quand même beaucoup depuis le début de la guerre des, armements, des missiles. Là, il y a eu, ces derniers mois, une question autour des missiles Tomahawk, heu, Oui. américains. Où en est-on et qu'est-ce que cela pourrait changer? Alors sur les missiles Tomahawk, il faut dire dès le début que cette affaire qui est politiquement, symboliquement et même en termes stratégiques importante parce que
Le Tomahawk, c'est donc un missile de croisière américain qui est un peu le symbole de la capacité de projection américaine un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que quand les Américains se déplacent quelque part militairement, ils commencent toujours par y avoir à un moment donné des frappes de missiles de Tomahawk. Mhm. Mais il y a une chose qu'on ne répète jamais assez, le missile Tomahawk est un missile missile. naval, Mhm. c'est-à-dire qu'il est tiré depuis les destroyers de l'US Navy, Mhm. il peut être tiré depuis les sous-marins nucléaires de l'US Navy, mais ça n'est pas à l'origine un missile tiré depuis un camion à 8 roues. Mhm. Euh, L'Ukraine ne donc- pouvait pas s'en servir comme mais ça. l'Ukraine n'a pas de navire Mhm. disposant de lanceurs de Tomahawk. On ne peut pas imaginer que les États-Unis tirent eux-mêmes avec leurs croiseurs ou leurs destroyers Mhm. des missiles Tomahawk. Et donc là, ça pose un problème. Existe-t-il une version terrestre du Tomahawk? Mhm. La réponse est oui, mais de façon... Enfin, c'est extrêmement récent pour une raison simple, c'est que le traité INF qui avait mis fin à la crise des euromissiles de 1980-1988 interdisait l'emploi de missiles terrestres d'une portée de 500 à 5500 km. Mhm. Donc elle excluait les Tomahawks. Mais les Américains, d'une certaine manière, s'en fichaient, puisque leur capacité de projection passe avant tout par les mers. C'est une puissance fondamentalement navale. Mhm. Et donc, il n'y avait pas de version terrestre du Tomahawk. Alors aujourd'hui, il y a deux versions, malgré tout, du Tomahawk terrestre. Une version sur un gros camion qui peut tirer plusieurs Tomahawks, mais les US Navy, l'US Army, pardon, disposent de moins de 10 batteries. On imagine mal. Autant vous dire s'ils en donnent un Mhm. ou deux Mhm. à l'Ukraine, vous comprenez bien que ça n'aura aucun impact complet. décisif sur Mhm. sur le champ de bataille. C'est la première chose. Et ensuite, ils ont de manière expérimentale un autre lanceur qui est lui tiré depuis une sorte de gros 4x4 Humvee Mhm. amélioré. Et là, ça tire un missile. Et pareil, c'est une arme expérimentale. Mhm. Donc, de considérer que le Tomahawk est un game changer, comme on dit, parce que les Américains, c'est vrai, ont peut-être 2000, 3000 Tomahawk en stock, ça n'a pas de sens militaire dans la mesure où il n'y a pas les lanceurs qui vont avec Mhm. pour les employer. Et qui pourrait- Par ailleurs, ça pose un problème. Si les Ukrainiens veulent apprendre Mhm. à utiliser les Tomahawks eux-mêmes sans l'aide américaine, ça nécessite, je ne suis même pas sûr que ce soit possible, mais ça nécessite des mois et des mois de formation. Mhm. Si le Tomahawk est utilisé à très court terme, ça veut dire que l'implication humaine des forces armées américaines est importante. Mhm. Donc on a exagéré le rôle sur le plan strictement militaire des Tomahawks. Maintenant, Donald Trump dit à peu près tout et son contraire pour laisser une ambiguïté stratégique. Mhm. Pour l'instant, le pas n'a pas été franchi. Ça reste une sorte d'épée de Damoclès dans la relation américano-russe. À voir ce qu'il advient dans les prochains mois, mais ne pensons pas que ça va changer comme par magie le cours de la guerre. Alors avant qu'on parle de l'aspect diplomatique, je veux qu'on parle d'un autre missile, celui qu'on appelle le Flamingo, Oui. qui serait un missile ukrainien. Les Ukrainiens auraient développé leur propre missile longue portée. Oui, mais là encore, méfions-nous de ces déclarations fracassantes. Bon, le missile Flamingo, c'est un missile de croisière qui a une portée de 3000 km et qui a la particularité d'avoir une charge extrêmement importante de 1 tonne, c'est-à-dire plus de 2 fois plus que le Tomahawk américain. Alors si on met ces deux chiffres l'un à côté de l'autre, c'est une distance supérieure à celui du Tomahawk. Le Tomahawk, c'est à peu près 1500 km, un peu plus, 1700. Et une charge pareille qui est doublée. On se dit, waouh, les Ukrainiens ont réussi à fabriquer un missile de croisière capable d'attendre sans difficulté Moscou, les flottes navales stratégiques du Nord, les flottes stratégiques aériennes, etc., etc. Et ça fera beaucoup plus de dégâts que tous les drones plus modestes qu'ils arrivent à envoyer aux quatre coins
de la Russie. Et en plus, c'est un missile ukrainien. Mhm. Et en plus, les Ukrainiens annoncent qu'ils peuvent en fabriquer un grand nombre, plus de 50 par mois. Enfin, il y a eu des annonces. Voilà. Euh, la réalité est plus compliquée. Attendons de voir s'il y a effectivement un effet de nombre, c'est-à-dire est-ce que les Ukrainiens sont capables d'assurer sa fabrication en série à grande échelle. Deuxièmement, tous les spécialistes avec qui j'ai pu échanger sont d'accord pour dire que ce missile qui coûte pas cher, qui est facile à construire, qui est très artisanal, qui montre l'ingéniosité ukrainienne pour trouver des solutions, on appelle ça bottom-up en anglais, les militaires utilisent beaucoup l'expression, c'est-à-dire c'est pas un ordre, un grand plan qui vient de l'état-major, mais C'est du c'est terrain. les gens, ça vient du terrain, il faut Mhm. trouver une solution, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ce qui s'est passé avec le drone, Mais finalement. ça a des conséquences malgré tout. Mhm. Et que là, on parle d'un missile qui vaut 3 fois rien, alors qu'un missile de croisière moderne vaut plusieurs millions d'euros. Bah, la différence, c'est que ce missile, le Flamingo, a priori, est très facilement interceptable. Mhm. Il a une signature radar qui est extrêmement forte. D'ailleurs, vous voyez, sa forme, il ressemble un peu à un V1 allemand. Mhm. C'est vraiment pas comparable au dernier Tomahawk. Voilà. Donc, si vous voulez, là encore, croire que le Flamingo va changer la donne, c'est pas le cas. Ce que je remarque en revanche, ça, c'est un phénomène militaire qui est tangible. Les Ukrainiens parviennent, avec ces attaques de drones sur à peu près tout le territoire russe, Mhm. pas forcément à rétablir le rapport de force avec la Russie, qui frappe encore plus Mhm. fort l'arrière ukrainien, mais ils arrivent à répondre. C'est-à-dire que ces centaines de drones qui sont capables d'envoyer sur la Russie, parfois 500 drones en une nuit, ça a un impact. Ça a un impact sur les raffineries, sur les centres énergétiques russes. Et ça, on voit que eh bien, l'Ukraine est capable de répondre à la Russie qui a tenté et qui tente toujours de faire la même chose, c'est-à-dire de détruire le système énergétique Oui. ukrainien. Oui, c'est vrai qu'on parle du front, mais il faut le rappeler aussi, il y a des frappes dans la profondeur de la part de la Russie en Ukraine. Évidemment, Tout- ça continue et c'est très impressionnant. C'est souvent un panachage Mhm. de quelques unités ou quelques dizaines de missiles avec des centaines de drones Shahed, les drones Shahed évoluant en permanence. Il y en a maintenant qui ont des petits moteurs à réaction qui leur permettent d'aller à plusieurs centaines de kilomètres heure, Mhm. alors qu'avant c'était un moteur de tondeuse qui permettait d'aller à 100 et quelques kilomètres à l'heure. Mhm. Alors, on va parler maintenant du front diplomatique. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre on a eu une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska. Une autre a peut-être failli se faire récemment Voilà. en Hongrie. Où en est-on? On n'en est nulle part. Pour résumer les choses, pour l'instant, c'est le temps de la guerre. Mhm. C'est la, Vladimir c'est la Poutine chose avance militaire encore. qui l'emporte sur la chose diplomatique. Mhm. Euh, Trump est coincé par une promesse de campagne qui était folle, Mhm. qui était de dire qu'il allait régler la guerre d'Ukraine en 24 heures. Mhm. C'était juste impossible étant donné l'éloignement des positions des différents acteurs. Puisqu'au bout d'un moment, si vous voulez mettre fin à la guerre diplomatiquement, il faut mettre autour d'une table Zelensky, Poutine, oui ou non les Européens. Mhm. En tout cas, les Européens, évidemment, ont un impact. À chaque fois que Donald Trump, on l'a vu, il a parlé aux Russes. En gros, il a dit qu'il lâchait Zelensky, qu'il allait faire des grandes affaires incroyables avec Trump. On le voit tout de suite, les Européens se mettent derrière Zelensky pour empêcher que Zelensky soit forcé par Trump à lâcher ici le Donbass, là une forme de désarmement Mhm. ou une neutralisation Donc si vous voulez, pour l'instant, faute d'avancée diplomatique, c'est le temps de la guerre Mhm. Et, qui l'emporte et- parce que les Russes n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent. ils n'ont pas intérêt C'est à eux négocier. qui ont la main pour l'instant militaire. Mhm. Et les Ukrainiens ne veulent pas lâcher, à raison, ce que Poutine leur donne, puisque Leur demande, oui. leur demande, Mhm.
puisque Poutine, certes, a la main militaire, mais pas au point de pouvoir imposer à Zelensky ces demandes qu'on connaît, qui sont les mêmes depuis le début de la guerre. C'est la neutralisation, le désarmement, la dénazification, ce qui veut dire le changement de régime avec un pouvoir ami à Kiev, et puis un certain nombre de territoires qui incluent les 4 territoires annexés. Donc on va continuer en fait pendant plusieurs mois a priori sur Il n'y a ce rythme aucune raison de conservatoire. penser, sauf s'il y avait quelque chose de pas prévisible qui intervenait, et ça peut toujours arriver dans la guerre. Un effondrement économique de la Russie, pour l'instant, on ne le voit pas. Même s'il y a un ralentissement très fort de la croissance, il y a toujours une inflation élevée, mais les salaires réels, c'est-à-dire corriger l'inflation, sont toujours positifs. Il y a ce problème énergétique pour la Russie, mais malgré tout, la Russie parvient à exporter par différents canaux son pétrole et son gaz. Là, je voyais les derniers chiffres sur le commerce des hydrocarbures. La part d'hydrocarbures étiquetés russes diminue de manière sensible, mais comme par hasard, la masse des hydrocarbures étiquetés origine inconnue, elle augmente. Oui. On comprend qu'il y a un phénomène de vase communicant. On l'avait vu d'ailleurs. Et les nouvelles sanctions américaines que Trump a prises il y a quelques semaines pour interdire aux Indiens et aux Chinois d'acheter du gaz et du pétrole russe, on sait très bien que ces sanctions ne sont pas parfaitement appliquées, puisqu'il va y avoir des phénomènes de zone grise, d'évitement Il y a la des flotte sanctions. russe, il y a les autres pays qui permettent de passer pour vendre ce pétrole et ce gaz. Effectivement. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir Merci été Vincent. avec nous pour faire ce grand point sur la guerre en Ukraine. Vous pouvez retrouver bien sûr tous les articles d'Alexis sur le site du Figaro, ainsi que tous les articles du service international sur la guerre en Ukraine. Je vous souhaite une très bonne journée. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour n'en rater aucune. Bonne journée.